Après les deux grands succès d'Apollo 11 et Apollo 12, la NASA s'apprête à lancer la mission Apollo 13 vers la Lune. Aujourd'hui, nous revenons sur cette mission qui aurait pu être le plus grand désastre de l'histoire spatiale. Nous sommes le 11 avril 1970. Une immense Saturne V est sur le pas de tir 39A. À bord, 3 astronautes s'apprêtent à voler vers la Lune à destination de la région de Framoro. Mais aux États-Unis, on ne porte que peu d'intérêt à la mission. Le mois d'avril 70 voit arriver des événements politiques majeurs, le départ de Paul McCartney des Beatles, les débuts de la saison de baseball, et le départ imminent d'Apollo 13 est presque ignoré du public et des médias. Si la mission a une particularité qui intéresse néanmoins le public, c'est le nombre 13 et les superstitions qui l'entraînent. Le lancement est en effet prévu pour le 11 avril 70 et les numérologues vont jusqu'à additionner les chiffres de la date. 1 plus 1 plus 4 plus 7 égale 13. Sans parler de l'heure prévue du lancement qui, au fuseau horaire de Houston, est planifiée pour 13h13 avec une arrivée en orbite lunaire le 13 avril. À la NASA, et même pour ce qui est de l'équipage, on n'a que faire de ces histoires de superstitions. Ce sont des professionnels et ils comptent bien réussir la mission. L'équipage d'Apollo 13 est composé de Jim Lovell, commandant de la mission, Fred Haise, le pilote du module lunaire, et Ken Mattingly, pilote du module de commande. Jim Lovell est le vétéran de cette mission. Ancien pilote d'essai de l'US Navy, il est recruté en 62 dans le second groupe d'astronautes de la NASA, après avoir échoué lors du tout premier recrutement. Il fait son premier vol en 65 lors de la mission Gemini 7 avec Frank Borman, qui sera la plus longue mission spatiale jamais effectuée jusqu'en 70. Durant Gemini 7, il vit avec son coéquipier en orbite terrestre durant 14 jours et teste la combinaison G5C qui s'avérera assez inconfortable. Gemini 7 sert également à valider les longs séjours spatiaux et comme toutes les autres missions Gemini, elle est un pas de plus vers les missions lunaires. Il enchaîne ensuite avec Gemini 12 en 66 où il est cette fois accompagné de Buzz Aldrin qui effectue son premier vol dans l'espace. La mission inclut un amarrage avec un étage Agena, des sorties spatiales et même l'observation d'une éclipse totale de soleil. C'est aussi lors de ce vol que Buzz Aldrin prend ce qui restera le premier selfie spatial de l'histoire. Mais la carrière de Lovell n'est pas prête de s'arrêter. Il est nommé pilote du module de commande pour la mission Apollo 8 en 68. Avec Frank Borman et Bill Anders, ils deviennent les premiers humains à quitter l'orbite basse terrestre, les premiers à orbiter la Lune, les premiers à voler sur une Saturne V et les premiers à avoir un lever de terre depuis l'orbite. Il est désormais le commandant d'Apollo 13 et à ses côtés, Fred Haise et Ken Mattingly s'apprêtent à faire leur premier vol dans l'espace. La cohésion de l'équipe est très importante pour une telle mission. Lors des entraînements, les 3 hommes se doivent de bien s'entendre, de bien connaître les réactions des uns des autres et bien connaître également leur rôle. Bien qu'à l'époque déjà le public voit le voyage lunaire comme une routine, les astronautes ont conscience que leur survie n'est pas garantie et qu'en plus de la confiance qu'ils doivent avoir envers tous les techniciens et contrôleurs au sol, ils doivent parfaitement maîtriser tous les aspects de la mission. En cas de problème avec l'équipage, chaque mission spatiale a un équipage secondaire qui doit s'entraîner tout autant que l'équipage principal au cas où ce dernier ne pourrait pas assurer la mission. C'est notamment ce qui était arrivé lors de Gemini 9 quand l'équipage principal, composé d'Elliot C. et de Charlie Bassett, s'est tué lors d'un vol d'entraînement en T-38. C'est alors l'équipage secondaire qui est parti, à savoir Gene Cernan et Tom Stafford. Pour Apollo 13, l'équipage de réserve est composé de John Young, Charlie Duke et Jack Swigert. Mais à une semaine du décollage, Charlie Duke contracte la rougeole. Ayant été en contact avec les astronautes de l'équipage principal et secondaire, ce n'est pourtant pas un problème pour Lovell et Haise, qui l'ont déjà contracté plus jeune et sont donc immunisés. Mais Ken Mattingly, pilote du module de commande dans l'équipage principal, ne l'a jamais eu, et on craint qu'il ne la contracte durant le vol. Par sécurité, la NASA décide alors de le remplacer par Jack Swigert, lui aussi immunisé, et qui est sa doublure dans l'équipage secondaire. C'est une décision logique, mais qui a de quoi mettre à mal la cohésion d'équipe. Jim Lovell tente alors de garder Mattingly à son poste, durant un entretien avec le médecin de la mission. Malgré cela, on décide tout de même de remplacer Mattingly et Swigert intègre l'équipage principal. Même si Swigert est travailleur et s'entraîne énormément, ce nouvel équipage n'a que quelques jours pour apprendre à fonctionner en cohésion parfaite. Et ce n'est que 48 heures avant le lancement que Swigert est déclaré apte à voler. Le changement d'un des membres d'équipage n'est pas le seul problème qui apparaît avant même le début de la mission. Le 25 mars, quelques semaines avant le décollage, une fuite d'oxygène liquide oblige les techniciens à évacuer le pas de tir. Alors qu'ils démarrent les voitures, elles prennent subitement feu.
Heureusement, il n'y a aucun blessé. Plus tard, lors du test du module de service, le réservoir d'oxygène numéro 2 ne veut pas se vider. On décide alors d'augmenter la chaleur dans le réservoir pour forcer la vidange en utilisant la résistance chauffante à l'intérieur. Ça marche, mais cette opération endommage la résistance. Pour autant, on ne change pas le module de service défaillant. Une décision qui sera lourde de conséquences pour la suite. Le 11 avril 70, les 3 astronautes embarquent dans le module de commande. Comme prévu, à 13h13 heure de Houston, midi 13 heure de Floride, les 5 moteurs F1 se mettent à feu et la Saturne V s'élève. Les premières minutes de vol se passent bien, puis le premier étage est largué. Quelques secondes plus tard, l'étage S2 s'allume et le décollage continue. Mais le moteur central de l'étage s'éteint subitement. À Houston, on observe le problème et on décide de continuer sur les 4 moteurs restants. La perte de puissance est compensée par une poussée plus longue. Par la suite, tout le reste du décollage et de l'injection translunaire se passe sans aucun problème. Ils récupèrent ensuite le LEM et les 2 vaisseaux font route ensemble vers la Lune. Pendant le voyage, il est prévu de faire une mission en direct depuis l'espace pour les télévisions américaines. We might give you a quick shot of our entertainment on board the spacecraft, which is keeping us company for some time. Mais le désintérêt du public pour le spatial va faire qu'aucune chaîne de télévision ne retransmettra l'émission, et seules les familles et les employés de la NASA à Houston verront les astronautes en direct. Juste après l'émission, Houston demande aux astronautes de procéder au brassage des réservoirs du module de service. C'est une opération de routine. Le brassage est lancé et soudainement, de violentes vibrations secouent les 2 vaisseaux et les astronautes. Ils se regardent, confus, un peu paniqués. Quelque chose de potentiellement grave vient de se produire. Les alarmes se multiplient dans le module de commande, la tension électrique baisse et les astronautes commencent à vraiment s'inquiéter. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Yes, sir. Houston, we've had a problem. Tandis qu'à Houston, on constate que le réservoir d'oxygène numéro 2 se vide totalement, les 3 astronautes pensent à un impact de micrométéorite. La confusion est totale. Au bout de 10 minutes, le vaisseau continue de se vider et tournoie sur lui-même. Les propulseurs RCS corrigent en permanence, mais malgré les corrections, le vaisseau continue de tournoyer. Lovell prend alors les commandes et tente de stabiliser manuellement. Rien n'y fait. Dès qu'il remet le vaisseau dans la bonne position, celui-ci reprend sa folle vrille. Il abandonne et décide de faire un check-up de l'extérieur du vaisseau. Peut-être y a-t-il quelque chose à comprendre en regardant dehors. C'est là qu'il voit que le vaisseau est entouré d'un nuage de liquide cristallisé. Quel que soit ce liquide, c'est forcément vital, et ça s'échappe dans l'espace. Lovell, en plus de prendre conscience de la gravité potentiellement mortelle du problème, réalise également que désormais, se poser sur la Lune n'est plus d'actualité. C'est à ce moment précis que la survie des 3 hommes ne repose désormais que sur les actions des contrôleurs au sol. Gene Kranz, directeur de vol en service à ce moment-là, est responsable de toutes les décisions de ses équipes. Il est le chef d'orchestre. Ok les gars, restons zen, faisons en sorte de ne rien faire qui nous prive de courant ou nous fasse perdre la pile à combustible numéro 2. Résolvons le problème et ne le rendons pas pire en jouant devinette. À ce moment-là, ils se disent que si une pile à combustible sur 2 est toujours OK, et un réservoir d'oxygène sur 2 aussi, c'est suffisant pour ramener les astronautes. Mais quand Lovell retourne dans le module de commande et regarde le niveau du dernier réservoir d'oxygène, il est consterné. Celui-ci aussi baisse très rapidement, au point qu'il peut voir l'aiguille baisser à l'œil nu. Tout s'explique sur la vrille du vaisseau. La fuite du réservoir 1 produit une légère poussée. Lovell estime qu'il reste moins de 2 heures avant que le dernier réservoir d'oxygène soit vide. Il pense alors à une solution, le LEM Aquarius. En effet, il est toujours attaché au module de commande et il semble en parfait état de marche. Problème, ces réserves d'oxygène sont faites pour 2 astronautes pour 45 heures. Et Lovell estime que pour rejoindre la Terre, les 3 astronautes auront besoin d'une centaine d'heures d'oxygène. Autant dire qu'on est très loin du compte. Tandis que la confusion règne encore, le sang-froid des contrôleurs au sol leur permet de traiter les problèmes les uns après les autres. En premier, la puissance électrique. Il faut économiser. Il faut éteindre tous les systèmes non essentiels du module de commande. Ensuite, l'oxygène. Le dernier réservoir du module de service étant presque vide, le vaisseau utilise une petite réserve, le Surge Tank, qui est normalement utilisé lors de la rentrée. C'est inconcevable que ce petit réservoir soit vidé à ce moment du vol. Il est alors désactivé. Ordre est donné d'utiliser le LEM comme canot de sauvetage. Et il faut le démarrer très rapidement.
Lovell et Hayes sont affairés aux procédures de démarrage et de configuration de l'ordinateur, mais le temps est compté. Il ne reste que 18 minutes avant que le dernier réservoir du module de service ne soit totalement vide. Le module de commande désormais éteint, il est temps pour les 3 hommes de se rendre dans le LEM. Au sol, c'est l'heure du changement d'équipe. C'est une procédure courante. Chaque poste se relaie au cours de la journée et de la nuit sous forme d'équipe de contrôleurs. Gene Kranz, le directeur de vol, est relevé par Glynn Lunny. Il faut désormais penser aux moyens de les ramener rapidement et sans risque d'erreur. 2 options sont alors possibles. Faire une poussée inverse pour faire demi-tour, ce qui requiert énormément de carburant mais serait assez rapide, ou utiliser la Lune pour les ramener, une manœuvre moins coûteuse en carburant mais bien plus longue, en fait bien trop longue pour que les réserves de puissance et d'oxygène à bord suffisent. Sur cette dernière option, la manœuvre la plus importante est la PC+2. En effet, sans cette petite correction, qui doit être faite au plus près de la Lune, au niveau de la face cachée, l'assistance gravitationnelle de la Lune ne les emmènerait pas droit vers la Terre, mais les ferait passer à plus de 64 000 km d'elle. Cette correction de trajectoire sera donc cruciale. On choisit donc d'utiliser la Lune. Un retour direct demanderait qu'on utilise le moteur du module de service, mais rien ne dit qu'il soit en pleine santé. Il faut jouer la sécurité. Ce sera donc la première correction de trajectoire avant la Lune, puis le PC+2, et puis le retour vers la Terre. Well, of course I'm concerned about the men, not by the power failure or whatever has happened, but bring them back safely and let us stay on the ground and do the work down here before we go and mess up another planet. Why, do you feel that future missions to the moon should be scrubbed? No, I think that I think it's much more worthwhile to spend money on an Apollo space program than a stupid war. Au sol, le fonctionnement des équipes est aussi bouleversé. Sur les 4 équipes de contrôleurs qui se relaient, qu'on appelle les White Team, Brown Team, Gold Team et Black Team, désormais seulement 3 assureront les rotations aux consoles, tandis que la White Team, dirigée par Gene Kranz, va s'isoler dans la pièce 210 et se concentrer sur la résolution des plus gros problèmes, à savoir le manque d'énergie et d'oxygène. Pour l'occasion, il renomme l'équipe la Tiger Team. Pendant ce temps, dans l'espace, les 3 astronautes font face à un autre problème de taille. Pour faire les corrections de trajectoire, il faut que le vaisseau soit pointé dans une direction précise. Pour cela, les astronautes sont formés à faire de la navigation aux étoiles, une technique toujours utilisée aujourd'hui par les sondes interplanétaires. Mais autour du vaisseau, un nuage de débris est tel qu'il n'y a aucun moyen de voir correctement les étoiles. De plus, manœuvrer le LEM est difficile puisqu'il n'est pas conçu pour faire des manœuvres alors qu'il est attaché au module de commande. Le centre de gravité est drastiquement modifié et Lovell apprend donc à piloter un engin totalement différent. La solution pour la bonne position du vaisseau est trouvée avec l'ordinateur de bord du LEM. Avec les bons chiffres de coordonnées, l'ordinateur devrait en théorie aligner correctement le vaisseau et permettre une correction de trajectoire précise. Les chiffres dictés depuis la Terre sont entrés par les astronautes et c'est le moment de démarrer le moteur du LEM pour la correction. Le moteur doit pousser à 10% pendant 5 secondes puis 40% pendant 25 secondes. Ensuite, l'ordinateur doit automatiquement couper le moteur. Lovell exécute la manœuvre avec une étonnante perfection. Quelques heures plus tard, ils approchent de la Lune. Lovell, qui n'a visiblement pas vu qu'il avait son micro ouvert, dit alors : Le PC+2 est exécuté derrière la Lune avec 5 minutes de poussée, ce qui place le vaisseau dans la direction de l'océan Pacifique avec également un bon angle de rentrée. Le problème de la trajectoire étant réglé, il faut désormais que les contrôleurs au sol se concentrent sur les problèmes restants : l'énergie, l'oxygène et l'eau. Pour ce qui est de l'oxygène, le module de commande et le LEM sont équipés de filtres à CO2 qui permettent d'éviter que le taux de CO2 à bord ne soit trop dangereux pour l'équipage. Vu que le module de commande est désactivé et que les cartouches du filtre du LEM sont limitées, il faut utiliser les filtres du module de commande et les transférer au LEM. Le problème, c'est que les 2 vaisseaux, n'ayant pas été construits par les mêmes entreprises, les 2 filtres ne sont pas compatibles. Il faut donc concevoir un système de fortune avec les moyens du bord. C'est le célèbre problème de faire entrer un carré dans un rond, appelé aussi le mailbox, qui est alors mis en place d'abord au sol puis par les astronautes, et qui permet d'éviter une trop grande concentration de CO2. Pour l'énergie, on coupe tous les systèmes non essentiels. La température tombe à 3 degrés dans le module de commande et 6 degrés dans le LEM. Les astronautes s'emmitouflent comme ils le peuvent pour garder un semblant de chaleur. Alors qu'ils se dirigent vers la Terre, de nouveaux calculs ont été réalisés. À cause des gaz expulsés suite à l'explosion, le vaisseau a légèrement dévié et la pression dans le réservoir d'hélium pourrait déclencher une nouvelle explosion. Pour l'explosion, on ne peut rien faire à part espérer que ça n'arrive pas. Pour la trajectoire, ça implique une nouvelle petite poussée de 15 secondes.
Nous sommes le 15 avril, 2 jours avant la rentrée prévue d'Apollo 13. Soudainement, une petite explosion est ressentie par les astronautes. Un autre nuage de particules est éjecté, cette fois venant de l'étage de descente du LEM. Ce n'est pas l'hélium, c'est la batterie numéro 2. Heureusement, la redondance des batteries fait que ce n'est pas un problème critique. La correction de trajectoire est effectuée en gardant la Terre dans le hublot de Lovell. À ce moment, il reste encore 2 jours de voyage. Les réserves d'eau se font rares et Fred Haise commence à donner des signes inquiétants de maladie. Le réservoir d'hélium en surpression finit par rompre et exploser. L'explosion n'est pas dangereuse et l'éjection de l'hélium dans l'espace, bien que visible par Lovell, n'est pas une menace. Les astronautes étaient préparés à ça et savent que leur voyage ne devrait pas en être affecté outre mesure. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'à Houston, les contrôleurs vont comprendre qu'au contraire, l'éjection de l'hélium a fait dériver les astronautes. Pour une raison inconnue alors, le vaisseau a légèrement dévié et son angle de rentrée est légèrement trop plat, ce qui risque de faire rebondir les astronautes sur l'atmosphère et les renvoyer dans l'espace lors de la rentrée. D'abord, il faut alourdir le module de commande. L'ordinateur résonne comme si les astronautes revenaient avec plusieurs kilos de roches lunaires, et sans cette masse, les calculs de l'ordinateur seront faux. Il transfère alors tout ce qu'il trouve dans les placards du LEM. En ouvrant un de ses sacs d'effets personnels, Fred Haise découvre une enveloppe lui étant adressée. Il l'ouvre, laissant échapper des photos de sa femme et de ses enfants qui flottent en apesanteur, et il lit la lettre. Cher Fred, au moment où tu liras ceci, tu auras déjà atterri sur la Lune et, espérons-le, tu seras sur le chemin de la Terre. C'est pour te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous sommes fiers de toi et à quel point tu nous manques. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Avec tout mon amour, Marie. La toute dernière correction de trajectoire améliore l'angle de rentrée. À l'approche de la Terre, il est temps de larguer le module de service. C'est la première fois que les astronautes peuvent constater les dégâts. Ils rallument ensuite le module de commande et larguent le LEM Aquarius qui a été leur canot de sauvetage. Il ne reste plus qu'une chose à faire, attendre la rentrée dans l'atmosphère et l'amérissage. La rentrée est encore une source de tension au sol. Si le bouclier thermique a été ne serait-ce qu'un tout petit peu endommagé par les explosions, il ne résistera pas à la rentrée. Si les parachutes ne se déploient pas, les astronautes percuteront l'océan à pleine vitesse. À Houston, durant la rentrée, les interférences de l'air ionisé autour de la capsule coupent le contact radio durant habituellement 4 minutes. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Orion acquisition. Les 4 minutes passent. Standing by for any reports of acquisition. Et c'est après 87 secondes de retard que finalement, l'équipage émerge du blackout. Odyssey Houston standing by, over. L'équipage émerge du blackout. Les parachutes se déploient et la capsule amérit dans le Pacifique Sud. Le module lunaire et le module de service, eux, ont brûlé dans l'atmosphère comme prévu et ont été photographiés en train de se désintégrer au-dessus des îles Fidji. Les astronautes sont ensuite récupérés par l'USS Iwo Jima. L'équipage est en bonne santé, à part Fred Haise qui souffre d'une infection urinaire. À cause des conditions à bord, Jim Lovell a perdu 6 kilos, Haise et Swigert environ 3 chacun. Mais cette mission est désormais derrière eux. What your feelings were during splashdown? Well, of course, when we hit the water, we were very happy to be back home, but we were, of course, disappointed that we did not complete the mission. L'enquête mettra en lumière les conditions exécrables du module de service d'Apollo 13 avant même son lancement, en particulier le réservoir d'oxygène numéro 2, dont les composants ont été soumis à une trop forte température lors des purges, faisant fondre l'isolation des câblages et créant des courts-circuits. Lors du brassage entre la Terre et la Lune, les fils dénudés ont alors créé des étincelles qui ont mis à feu le revêtement de téflon fondu et créé une explosion qui a soufflé le panneau extérieur. Le souffle de l'explosion endommage également les tuyaux du réservoir numéro 1 qui se met à fuir et les valves d'alimentation. Des actions correctives vont être effectuées et désormais, les modules de service et leurs réservoirs seront plus sécurisés. Jim Lovell, commandant d'Apollo 13, ne revolera plus jamais dans l'espace. Il quitte la NASA 3 ans après la mission et vit aujourd'hui dans l'Illinois. Fred Haise, pilote du module lunaire, sera sélectionné pour Apollo 19, mais la mission sera annulée. Il sera ensuite pilote d'essai sur la version atmosphérique de la future navette spatiale avant de quitter la NASA en 1979. Il devient ensuite pilote d'essai chez Grumman avant une retraite définitive en 1996. Jack Swigert, pilote du module de commande, quitte la NASA en 1973 pour se lancer en politique. Il sera élu à la Chambre des représentants, mais décédera 3 jours avant son entrée en fonction, au début de l'année 83.
Quant à Ken Mattingly, qui devait à la base être le pilote du module de commande à la place de Jack Swigert, il ne contractera jamais la rougeole. Après Apollo 13, il volera comme pilote du module de commande lors d'Apollo 16. Il volera ensuite sur 2 missions de navette spatiale et vit actuellement en Virginie. Grumman, les constructeurs du LEM, enverront peu après une facture de 400 540 $ à North American, les constructeurs du module de commande et de service, pour les frais de remorquage à hauteur de 4 $ le premier mile, puis 1 $ par mile parcouru, 536 $ pour l'apport de l'oxygène, de l'énergie, et d'un passager supplémentaire, à savoir Jack Swigert. Avec un geste commercial de 20% et 2% de réduction s'il payait en espèces, la facture retombait à 312 421 $. Une facture qui n'a jamais été acceptée par North American, prétextant que lors des autres missions lunaires, leur module de commande amenait les modules lunaires de Grumman vers la Lune gratuitement. Un épilogue humoristique pour une mission qui aurait pu très mal tourner. Au-delà des phrases célèbres et du film Apollo 13, cette mission, qui aurait pu être tragique de plein de façons, a pu se terminer sur un retour en vie des astronautes grâce aux efforts incroyables des techniciens et ingénieurs au sol qui ont déployé toute leur ingéniosité et sauvé l'équipage. Ces quelques jours de terreur ont mis en lumière le savoir-faire de ces hommes et aidé à faire connaître leur rôle crucial dans les missions spatiales. J'espère que cet épisode nouvelle version sur Apollo 13 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous l'avez aimé et allez dans les commentaires pour reparler de la mission. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Utip, puisque désormais YouTube est mon métier. Vous trouverez également des liens sympas dans la description, et notamment le livre qui m'a servi de source principale. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.